Alors je suis ravi, je suis avec, vous le connaissez, maître David Guyon. On vient de faire une manifestation au pied de l'Arcom, c'est cette tour-là. Eux ils sont tout en haut, pour la liberté d'expression contre la censure, que ce soit sur internet ou les médias. Il y a tellement d'actualités malheureusement là-dessus. Et je suis avec maître Guyon qui est vraiment l'avocat défenseur des libertés qu'on ne présente plus. Justement, là, on va commencer par ça. Avant-hier, l'Arcom a confirmé l'arrêt de l'autorisation sur la TNT fin février pour C8 et NRJ12. Alors que C8 entre-temps est passé 5e chaîne de France devant France 5. Donc c'est vraiment quand même incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense que c'est inquiétant pour la liberté d'expression, puisque l'Arcom, son but, sa mission principale, c'est d'assurer le pluralisme des idées et des opinions. C8 était tout de même, il faut le reconnaître, une des rares chaînes qui avait donné la parole à des opinions aussi diverses que controversées. Et la liberté d'expression, c'est justement des opinions qui peuvent choquer, des opinions qui peuvent effectivement interpeller. Et de savoir que C8 ne va plus pouvoir jouer ce rôle de diffuseur des opinions controversées, c'est inquiétant pour la liberté d'expression. On rappelle qu'on avait nous prévenu en mars 2022 quand ils ont fermé RT France et Sputnik, on avait dit, journalistes français, si vous ne réagissez pas, vous serez les prochains sur la liste. Là on a l'illustration, c'est parfait. Illustration. C'est quand même extrêmement choquant pour le coup. Il y a une loi qui est choquante d'ailleurs, là on parle d'internet, des réseaux sociaux en Australie. On en parle parce que tout ce qui se passe là-bas, ça peut arriver ensuite, on le sait. Ça peut inspirer nos dictateurs en herbe. Ils veulent, donc ça y est, ils ont voté l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir, j'en sais rien, c'est même pas le sujet que je vais aborder. Le sujet que je vais aborder, c'est que ça oblige, comme un fait exprès, tous les Australiens, et c'est là que là-bas les défenseurs des libertés râlent, à donc s'enregistrer numériquement pour prouver qu'ils ont plus de 16 ans en fait. Mais pour prouver qu'on a plus de 16 ans, on est obligé de s'enregistrer sur chaque réseau social et de créer son identité numérique en ligne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est en train d'arriver en France. Ouais. Récemment sur BFM, c'est en train d'arriver en France. Ouais. Récemment sur BFM, il y a justement des détenteurs de bar tabac qui étaient ravis de découvrir qu'ils avaient un outil dorénavant pour connaître si les clients qu'ils avaient dans leur bar tabac étaient majeurs ou non. D'accord, j'ai pas vu ça. Et BFM en a parlé. Ouais. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable de détecter si vous êtes mineur ou majeur. D'accord. Donc on est en train d'y venir. Alors j'ai pas connaissance véritablement de la technologie qui est utilisée, et pour moi ça me rappelle effectivement tous les mécanismes qu'on est en train de mettre en place, la vidéo dynamique, l'algorithmique avec l'IA qui permet de détecter d'éventuels troubles et de les anticiper. Là on est capable dorénavant de déterminer si vous êtes majeur ou mineur. Donc on est en train d'y venir. Pour ce qui se passe en Australie, j'ai envie de dire oui ça va arriver parce qu'à un moment donné ça constituera la norme. Ce qui sera anormal, c'est de ne pas contrôler sa population. Oui, c'est ça. Et toujours sous des beaux prétextes, en disant c'est pour protéger la jeunesse. Là, c'est la santé publique, évidemment. Voilà. Qui est contre la santé publique, après tout ? C'est ça. Mais cette identité numérique, elle vient chez nous de l'Union européenne qui travaille là-dessus. Ils ont pris un peu de retard, Dieu merci. C'est quelque chose qui vous interpelle, vous, comme avocat ? Oui, parce que le principe de la démocratie, c'est de pouvoir vivre dans l'anonymat. Ouais. À partir du moment où vous respectez les règles de la démocratie, on n'est pas censé venir vous embêter. Au contraire, ce sont les citoyens qui doivent tout connaître de leur administration. C'est vrai. Et aujourd'hui, on peut quand même dire que la transparence, c'est pas ce qui domine la classe politique actuelle. Et par exemple en France, si on veut avoir accès à on pense au Conseil de défense sanitaire, on peut toujours pas avoir accès. Toujours pas accès. C'est couvert par le secret défense, tout à fait. Donc on est loin de la transparence. Et comment on ferait sauter ce secret défense si on le souhaitait en France ? Une loi. Une loi ? Une loi qui interviendrait, donc on dit, c'est l'expression consacrée, mais ce que le législateur fait, le législateur peut le défaire. Ouais. Donc si on veut demain lever le secret défense, on le peut. Ouais. Mais tant que cette classe politique qui a instauré le secret défense est toujours au pouvoir, ça sera impossible de connaître la vérité. On remarque quand même que j'ai pas vu moi de parlementaires d'opposition réclamer cette loi, ou la proposer même. Franchement c'est quand même difficile de voir actuellement à l'Assemblée une vraie opposition. Ouais. Quand même, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ouais. C'est une opposition assez contrôlée, une opposition assez consensuelle. Ouais. Ils sont pas d'accord sur les modalités, mais sur le principe, ils sont tous d'accord. Ouais. Ils veulent nous contrôler et restreindre nos libertés. Alors je sais qu'en Australie, sur cette affaire, il y a des associations de défense des libertés, donc j'imagine qui travaillent avec des avocats forcément, qui luttent. Je ne vais pas regarder dans le détail quels arguments juridiques ils utilisent et ils mettent en avant. Est-ce qu'on pourrait imaginer une telle lutte sur le strict terrain juridique pour le coup, si ça arrivait en France ?
Est-ce que vous pensez déjà à des principes qu'on pourrait mobiliser Oui, il y aurait effectivement un grand nombre de principes juridiques et constitutionnels qu'on pourrait activer. Maintenant, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on fait du droit ou est-ce qu'on fait de la politique ? Parce que la politique et le droit quand on a le sentiment que la politique n'est pas faite. C'est ça, parce que une des premières phrases qu'un de mes professeurs de droit m'avait dit à l'université, et à l'époque je n'avais pas mesuré l'importance que cette phrase avait, c'est que quand la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le Covid, c'est que si on faisait du droit pur et dur, il n'y a aucune mesure quasiment qui aurait pu passer. Puisque le gouvernement aurait dû démontrer à chaque fois qu'il prenait une mesure restrictive de liberté que ça permettait effectivement de lutter pour la santé publique. Or, ce que nous ont dit les juges, c'est non, vous devez les croire sur parole. Ça marche. Donc ils ont fait de la politique. Ils ont fait de la politique. Et donc à partir de ce moment-là, effectivement, la justice est sortie du prétoire. Faut-il qu'elle revienne ? Tout à fait. Il ne faut pas déserter les prétoires parce que ça serait un aveu finalement d'échec. Et moi je reste persuadé que la politique va en sortir et que la justice va en revenir. Et pour ça, il faut qu'il y ait effectivement des avocats qui se battent pour ça. Et des magistrats qui veulent bien faire leur travail. Et il y en a. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le pense, mais il y en a. Alors avocat, on imagine qu'il y en a, et vous en êtes une parfaite illustration. Magistrat, vous pensez aussi qu'il y en a ? Oui, il y en a. Il y en a, maintenant il faut qu'ils aient... libres de le faire. Est-ce qu'ils sont libres de le faire ? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils sont véritablement indépendants et impartiaux ? Indépendants, je pense qu'aujourd'hui ils ne le sont plus. Il suffit de voir un petit peu les décisions qui ont été rendues par les magistrats sur la crise sanitaire. Franchement, ils sont tous à peu près d'accord. Or, la démocratie, on n'est pas d'accord. C'est justement une décision de justice qui aurait dit le contraire de ce qu'ils avaient jugé. Ça pouvait être aussi une décision tout à fait motivée sur le plan juridique. Et personne ne l'a fait. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. C'est un peu comme l'Arcom où forcément, alors ils ne sont pas juges, mais ils pensent à leur carrière. Et peut-être que ces magistrats aussi pensent à leur carrière. Il y a effectivement, on ne va pas se mentir, il y a des consignes qui sont données. On n'était pas là dans les réunions, mais il y a des consignes qui ont été données. Et évidemment, quand vous avez tendance à être plutôt pro-gouvernement ou contre le gouvernement, il y a des carrières qui peuvent s'accélérer ou au contraire être très ralenties. Mais c'est pas normal. Ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est une tyrannie ça. Alors justement sur le Covid, j'ai vu que sur vos réseaux sociaux vous mettiez tous les jours J-19, J-18 pour les personnels suspendus, puisque vous êtes un grand défenseur des personnels suspendus pour obtenir une indemnisation, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est quoi ce -19, ce -18, ce -17 qui ira vers... c'est un compte à rebours hein, C'est un compte à rebours effectivement, donc je communique beaucoup dessus parce qu'on est actuellement en décembre 2024 et j'ai encore énormément de soignants suspendus qui découvrent mon existence ou qui découvrent le fait qu'on peut être indemnisé. Ils vont peut-être encore la découvrir là. Peut-être, effectivement. Il faudra vous contacter. Tout à fait. Alors, pourquoi on fait ce décompte ? C'est parce que la loi du 31 décembre 1968 vous dit quand une administration vous doit de l'argent, vous avez 4 ans pour la réclamer. Il y a un débat actuellement, ce qui fait que tous mes confrères ne sont pas tout à fait d'accord avec mon interprétation. Et j'expliquerai pourquoi je préconise celle-ci. C'est que le point de départ de la prescription peut être soit le jour de votre suspension, le 15 septembre 2021, soit la date de votre réintégration, le 15 mai 2023, parce qu'au 15 mai 2023, vous connaissez précisément le montant de votre indemnisation. Et on a des décisions de justice qui balancent plutôt pour la première ou la deuxième interprétation. On sait qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est quelque chose de très politique. Et qu'un magistrat qui n'aurait pas envie d'indemniser un soignant pourrait tout à fait invoquer à un moment donné la prescription, parce que ce serait confortable, ça permettrait de ne pas juger sur le fond et à dire aux soignants, vous êtes venu trop tard, c'est dommage pour vous, circulez, il n'y a rien à voir. Donc aujourd'hui, moi, le 31 décembre 2024, c'est une interprétation très sécuritaire, ceinture, bretelle, comme je dis, qui permet de ne pas avoir de débat sur la prescription. Mais ça nous ramène au 31 décembre 2020. Ça nous ramène au 15 septembre 2021. Et pourquoi alors 31 décembre 2024 ? Parce qu'on va être au bout de 4 ans. Et ce serait pas 15 septembre 2025 ? Non, c'est par année que ça se compte. D'accord, c'est par année, pas pleine, par année. Par année, pas pleine. Oui, c'est bon à savoir, il faut le savoir. Ça. Si on applique bien le droit correctement, ça serait même plutôt le 31 décembre 2025. Mais, n'oubliez pas une chose, c'est de la politique. Et on a des décisions de suspension, par exemple, où des magistrats ont été quand même capables d'expliquer qu'il n'y avait aucune urgence à suspendre une décision qui vous prévit de taux revenu. D'accord. Est-ce que vous pensez vraiment que des magistrats qui pourraient dire, là maintenant il y a 4 ans qui sont passés, vous ne pensez pas qu'ils vont être capables d'invoquer, même si c'est très mal fait, la prescription ? Moi je pense qu'ils en seront capables. Oui, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, juridiquement, on peut discuter. Mais moi, encore une fois, je ne veux pas qu'on interprète. Je veux qu'il n'y ait aucun débat sur la prescription. Et au 31 décembre 2024, il n'y a pas de débat. Et c'est pour ça que je fais ce décompte, parce que ça sera beaucoup plus confortable pour les soignants
d'obtenir une indemnisation et de la solliciter avant le 31 décembre que de le faire après. Après, on aura un débat sur est-ce que les sommes perdues en 2021 sont prescrites ou non. Ouais, comme ça, on s'évite ce débat. On s'évite le débat. Et on n'offre pas cette possibilité. Et après, auprès de qui on peut réclamer cette indemnisation? Alors vous pouvez réclamer soit auprès de l'État si vous êtes un libéral, un agent public, un salarié, soit auprès de votre employeur si vous êtes un agent public. D'accord. Moi je préconise de faire les deux quand vous êtes un agent public parce que l'employeur va vous dire, moi je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait qu'appliquer la loi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ce que nous dit le droit, hein. Donc ce serait effectivement correct. Et l'État va vous dire, mais moi j'ai pris la loi du 5 août, mais c'est pas moi qui vous ai directement suspendu. Comme aujourd'hui on ne sait pas qui est le véritable responsable, et que je voudrais pas qu'on ait une décision de justice dans laquelle le juge nous dise, bah, vous n'avez pas attaqué la bonne personne, tant pis pour vous, maintenant vous êtes prescrit parce que 4 ans plus tard on rend une décision, je préconise de faire les deux. Encore une fois, ceinture bretelle, ne leur offrez aucune sorte de sortie de secours. Ils ne peuvent pas dire, mais dans la loi il n'est pas prévu d'indemnisation. La loi justement ne prévoit aucune indemnisation. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne prévoit aucun refus d'indemnisation. Et c'est refus non plus. Et c'est une des conditions justement de la responsabilité de l'État du fait des lois. C'est qu'il faut que la loi ne dise rien sur l'indemnisation. Si elle ne dit rien, ça veut dire qu'elle offre cette possibilité. Mais c'est pas proscrit quoi. C'est pas prescrit et surtout ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin de dire est-ce que c'était bien l'obligation vaccinale? Est-ce qu'il y avait des bonnes raisons de le faire ou non? On n'est plus sur la question de la légalité, on est sur un rapport très objectif, c'est est-ce que j'ai un préjudice qui est tellement important que j'ai droit à une indemnisation? Et aujourd'hui, le droit nous offre cette indemnisation si on applique correctement ces conditions. C'est très intéressant. Il faut vraiment, je dis aux personnes qui sont concernées de ne pas hésiter à vous contacter, je pense. C'est ça, tout à fait. On trouve vos coordonnées sur vos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Maître David Guyon. Le plus important, je le dis souvent, c'est pas un débat de est-ce que vous êtes soignant suspendu ou pas soignant suspendu. On va tous être suspendus tôt ou tard. C'est-à-dire que demain, il est prévu que si vous ne rentrez pas dans l'ordre, on vous bloquera vos comptes bancaires. Et on va subir. Vous, moi, tout le monde. Ouais, mais on sait bien. On va subir. Ouais, ça existe, hein. Comme le convoi de la liberté au Canada. Ils ont fait quoi pour stopper le convoi de la liberté? Ils ont bloqué les comptes bancaires des camionneurs. Ça a été contourné d'ailleurs par les bitcoins. Tout à fait. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Mais on va tous y venir en fait. À un moment donné, faire ce que vous faites aujourd'hui, prendre la parole, dénoncer, vous allez potentiellement devenir un citoyen suspendu. Et moi, j'ai pas envie de ce système-là. Bah nous, on avait des gardes à vue, maintenant, on n'avait pas avant. Hein. Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous m'avez contacté, c'était effectivement à un moment donné très, très tendu pour vous. Et ça va se crisper, parce qu'on est en train aujourd'hui de dénoncer des vérités, qui est que c'est pas normal dans une démocratie de priver de tout revenu des personnes qui n'avaient ni minima sociaux, ni allocation retour à l'emploi, qui ont été martyrisées, qui ont été harcelées. Dans une situation normale, ça n'existe pas. Et je pense que l'indemnisation, c'est la première étape, avant qu'il y ait à un moment donné un mea culpa qui soit fait. Et dans 10 ans, si on fait un mea culpa, bah, ça ne vous mettra pas du beurre dans les épinards. Ouais, d'ailleurs, dans les pays où ils sont revenus sur ça, et Trump veut le faire, il y a indemnisation. Exactement. Donc ça viendra. Ça viendra. Mais pour ça, il faut effectivement entamer la première démarche, c'est-à-dire solliciter l'indemnisation. Ça va arriver. Moi, je suis persuadé que ça va arriver. En tout cas, il faut se battre pour que ça arrive. C'est évident. Si on se bat pas, ça arrivera moins. 100% des gens qui ont gagné ont joué. Sujet et pas des moindres. Il y a vraiment des rumeurs de plus en plus fortes. Et il y a Marianne qui a sorti une grande enquête là-dessus. Macron est un sale titi. Il veut faire l'article 16 sur les pleins pouvoirs, l'article 16 de la Constitution. Marianne a révélé qu'il avait consulté récemment beaucoup de constitutionnalistes, même des membres du Conseil constitutionnel, qu'il en parlait beaucoup aux personnes qui venaient le visiter à l'Élysée, en leur demandant ce qu'ils en pensaient, sous prétexte d'absence de budget. Qu'est-ce qu'on ferait? Je ne parle pas des actions, parce que moi j'ai déjà plein d'idées d'actions de résistance à mener, si ça se mettait en place, mais qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire d'un point de vue juridique s'il y avait cet article 16 qui était déclenché par Macron? Il n'y a pas grand-chose à faire, parce que l'article 16, c'est l'institution de la dictature. Ouais. On peut informer quand même que les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. Ouais. Il faut qu'il y ait une atteinte à l'intégrité du territoire, il faut qu'il y ait une crise grave. Que ce ne soit pas une crise institutionnelle comme celle-ci, parce que le budget va être reconduit. Par défaut, il sera reconduit comme celui de l'année dernière. Donc il y a une continuité des institutions. En revanche, moi ce qui me fait peur, c'est si demain il y a une guerre contre une puissance étrangère, telle que par exemple la Russie. Par exemple. L'OTAN en a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a une déclaration comme quoi il fallait se préparer à la guerre avec la Russie. Là, si demain il y a effectivement un état de guerre, oui, l'article 16 pourrait être activé. Mais de toute façon, c'est Macron qui détermine si c'est activé ou pas, parce qu'au moment où il l'active, il n'y a personne qui peut l'interdire. Il n'y a personne qui peut l'interdire. Nous, ce qu'on peut faire en tant que constitutionnaliste, juriste, c'est de dire que les conditions ne sont pas remplies. Aujourd'hui, elles ne sont pas remplies. C'est juste une crise institutionnelle que lui-même a provoquée. Mais elles ne sont pas remplies. La continuité du pouvoir est actuellement garantie. Les parlementaires sont certes pas d'accord sur les modalités du budget, mais le principe du budget va être voté et continué, donc il va y avoir une continuité de l'État. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. En revanche, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui pourrait venir le stopper si demain il décidait, malgré l'absence de réunion des conditions, de l'activer.